Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Salomé Saké, journaliste et autrice engagée que vous avez forcément déjà vue, que ce soit sur Blast où elle dirige la rubrique économique depuis la fondation du média et où elle parle aussi régulièrement de climat ou de justice sociale par exemple, ou sur la chaîne parlementaire Arte ou France 5 où elle a été chroniqueuse. Elle est aussi sur France Culture où elle a proposé en 2024 une série d'émissions sur l'histoire de l'indignation et sur France Inter où elle intervient régulièrement dans la matinale depuis 2023. Et comme apparemment, ces journées font plus de 24 heures et qu'après tout ça, il lui reste encore du temps, Salomé tient aussi une chronique économique et écologique dans le magazine Socialter et a réussi à publier 2 essais, Sois jeune et tais-toi, sorti en 2023, une enquête sur l'état de la jeunesse en France, et Résister, sorti en 2024, un essai qui alerte sur la montée de l'extrême droite. Un livre qui aura été au centre d'une véritable bataille culturelle puisqu'il aura eu l'infortune d'être publié en même temps que la biographie de Jordan Bardella. Une coïncidence qui aura donné lieu à une véritable guerre des ventes où l'extrême droite semblait sur le point de tout remporter, portée par le marketing de la machine Bolloré. En effet, le président du RN aura bénéficié d'un premier tirage à 150 000 exemplaires, d'une surreprésentation dans tous les médias du groupe Bolloré, notamment d'une campagne radio de plusieurs semaines sur Europe 1, d'une tentative de campagne d'affichage dans les gares de France et aussi d'une mise en avant dans tous les relais dans les gares et les aéroports. En face, Salomé Saké semblait en position de défaite assurée, ne pouvant compter que sur sa réputation et le soutien sans faille de ses followers. Le combat semblait donc perdu d'avance, mais c'était la sous-estimée. Tel Rocky face à Creed, celle que tout le monde donnait perdante a réussi l'impossible et portée par un véritable engouement public, Résister a fini en tête des ventes, écrasant un Bardella hébété. Une belle histoire, si ce n'est que toute médaille a son revers. En effet, Salomé Saké est aujourd'hui exposée à un harcèlement très violent de la part de l'extrême droite. En 2023, elle avait même été inscrite dans, je cite, la liste des candidats à la balle dans la nuque du site d'extrême droite Réseau Libre. Des menaces qui se sont intensifiées avec le succès de son ouvrage et qui la mettent face à un harcèlement quotidien et brutal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va changer un peu la formule du débat. En préparant le live avec Salomé, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux très fatigués du harcèlement et des menaces de l'extrême droite qu'on reçoit à cause de nos boulots respectifs et qu'on était aussi très fatigués de la pression que c'est de parler des fachos publiquement, à visage découvert et en son nom. Et que pour une fois, on avait bien envie d'un petit moment feel good où on parle des trucs qu'on aime et qui nous font du bien. Alors si vous avez très envie qu'on parle de politique et de savoir ce qu'on a à dire sur l'extrême droite, on vous encourage à lire nos bouquins sur le sujet. Je rappelle qu'on en a chacun écrit un. D'ailleurs, le livre de Salomé est affiché juste au-dessus de sa tête. Ça s'appelle Résister et c'est chez Payot, édité depuis 2024. Mais pour aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de la vie, on va parler de ce qui nous rend heureux, on va parler de résister en gardant espoir. Aujourd'hui, c'est un live sans seum, c'est un live sans sel, c'est un live de gauchistes contents, ce qui est, je pense, plutôt rare. Et c'est un live qui commence maintenant avec ma toute première question. Salomé, est-ce que tu es heureuse en ce moment ? Ah, quelle introduction! Alors, est-ce que je suis heureuse en ce moment? C'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est vrai que moi, je me fais partie des personnes qui sont quand même assez atteintes par le contexte. Donc, j'essaie au maximum de me garder ces espaces et j'encourage tout le monde à le faire pour cultiver la joie, tout ça, et faire en sorte de pas trop dépendre du contexte. Mais là, en l'occurrence, je trouve que la dégradation internationale, notamment, ce qui se passe du côté des États-Unis, les élections allemandes qui arrivent, moi, tout ça a quand même un peu de conséquences. Donc, je ne dirais pas que je suis ultra heureuse, mais je dirais qu'au vu de la gravité de la situation, je m'en sors plutôt bien. Et que, sachant que j'ai quand même le nez dedans toute la journée, j'arrive quand même, alors que j'en étais pas du tout capable il y a quelques années, j'arrive à avoir vraiment des moments pour moi, j'arrive à poser mon téléphone et ne pas le regarder pendant quelques heures. Pour moi, c'est beaucoup de vraiment justement me poser, passer du temps avec mes proches. Donc voilà, on a connu mieux, mais on a aussi connu pire. Et toi, comment ça va dans ce contexte ? Franchement, moi, ça va bien. Tu t'en sors ? Je découvre pas trop enfin, tu vois, comme plein de gens, je pense, de gauche et tout, l'actualité du monde, c'est sûr qu'elle m'atteint, mais d'un autre côté, c'est pas comme si ça me tombait dessus, tu vois, l'extrême droite, ça fait longtemps que je travaille dessus, donc je suis pas choqué, tu vois, et je sais pas, peut-être que je suis dans une illusion, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un bouillonnement, tu vois, quelque part, une résistance, pour reprendre le terme de ton livre, de gens qui en ont marre, de gens qui ont envie de s'opposer justement à la bascule du temps. Et d'ailleurs, le succès en librairie de ton livre en est une preuve, c'est quand même pas rien. Vendre autant, réussir à battre une machine. Je veux dire, les gens se rendent pas compte, mais Bolloré, c'est des maisons d'édition, c'est des médias, c'est
toi, t'as quoi? T'as ton compte Instagram et t'arrives à tenir face, quoi. J'ai fait le choix de pas faire de médias au début. Donc pendant les premiers mois, précisément quand j'ai vu ce qui allait arriver et tout, je me suis dit non là ça va pas être possible, hein. Je vais pas y arriver. Donc j'ai pas voulu faire de médias, notamment aussi pour pas m'exposer à plus de cyberharcèlement. Je voyais bien quand même ce qui se profilait. Et donc pendant les premiers mois, j'ai fait quasiment, genre j'ai dû faire un article dans Télérama, alors qu'en face, effectivement, c'était des médias tous les jours avec des millions de téléspectateurs, auditeurs. Donc c'est vrai que je suis plutôt contente de voir que ça a quand même un peu fonctionné. Mais bon, moi je suis pas aussi optimiste que toi. Là, je trouve que c'est quand même chaud et je suis d'accord, on s'y attend. C'est ça un peu qui est compliqué dans nos métiers, c'est que nous, on est analystes quand même de ce qui se passe parce qu'on a toute la journée la tête dedans, contrairement aux gens qui ont d'autres professions. Donc, on sait que c'est une potentialité, on passe notre vie à alerter là-dessus, donc on est bien au courant. Mais moi, j'ai toujours au fond l'espoir de me tromper, de me dire peut-être que j'exagère. Et en fait, malheureusement, non seulement j'exagère pas, mais je sous-estime, je pense, depuis des années. Je fais partie pourtant de ceux qui alertent avec ferveur, quoi. Mais c'est encore pire à chaque fois que que les pires scénarios qu'on a essayé d'imaginer. Donc c'est vrai que ça demande une certaine... Il commence bien, le lifestyle Bouddha. Non, mais après, on va venir justement sur les manières dont on peut arriver à faire ça. Mais franchement, moi, je trouve qu'au vu de la violence de ce qui se passe et de la stratégie qui est en face, qui est une stratégie pour nous sidérer, pour nous paralyser, pour nous empêcher d'agir, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, en fait. Parce qu'on est encore là en train de faire ce live, parce qu'on continue à faire notre travail, parce que je suis pas non plus complètement... voilà, je suis pas au fond du lit, je suis pas anéantie. J'arrive quand même à tenir debout, et surtout, j'espère que je vais arriver de plus en plus à mettre cette joie, ces moments de bonheur au cœur de ma vie, malgré ce contexte-là. Mais il faut pas sous-estimer quand même la violence du truc. Enfin, moi, je sais pas, toi, t'as l'air de peut-être mieux le vivre que moi, mais moi, chaque jour est un challenge quand même. Mais tu crois pas que c'est justement dans ces moments où, tu vois, le monde bascule dans quelque chose d'un peu effrayant, de flippant, que justement, c'est d'autant plus important, tu vois, de garder justement de la vie, de l'envie de vivre. Tu sais, il y a cette phrase, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Moi, je trouve que... C'est fort, tu vois, c'est de dire, ouais, en fait, le monde, il va, à un moment, tu peux pas faire plus que ton maximum, tu peux pas faire plus que ce que t'as fait là, tu vois, écrire un bouquin, alerter sur ce sujet-là, t'exposer en ton nom, en montrant ton visage contre l'extrême droite et tout, c'est déjà tellement énorme. Est-ce qu'après, tu vois, il faut pas aussi se rendre compte de sa condition humaine, quoi, on peut pas faire plus que l'impossible, quoi. En fait, c'est vraiment énorme. Un truc de lubris, de la démesure, à un moment d'accepter qu'on fait son max. Effectivement, moi, c'est comme ça que j'essaie de comment dire, accepter d'avoir des moments de repos, de bonheur, de joie, sans culpabiliser, parce que vraiment pendant très longtemps je culpabilisais et je me disais bah non, t'as vu l'horreur du monde, je peux pas être là tranquille, chill, alors qu'il y a des gens qui meurent. Enfin, il y avait vraiment un truc pendant plusieurs années. C'est pour ça que je dis ça va beaucoup mieux, parce qu'avant j'arrivais vraiment pas du tout à prendre de moments de pause, mais du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où je n'avais même plus du tout de vacances, de week-end, j'y arrivais pas. Aujourd'hui j'y arrive. Et je dirais même que j'y arrive de plus en plus en me disant précisément, je pense que là, je suis au max de... Voilà, je reconnais mes limites. Donc justement, de sortir un peu de cette démesure et de dire, voilà, là, je pense que mes limites sont atteintes. Je suis au max du max de ce que je peux techniquement faire, je pense. Et pour continuer à faire mon métier, pour continuer à être efficace, j'ai de toute façon besoin de joie. J'ai besoin de moments d'épanouissement personnel. J'ai besoin de connexion... à des autres êtres humains où je ne parle pas de politique. Et donc, mais j'ai tellement mis du temps à le comprendre. Je sais pas si c'est que moi qui suis complètement, comment dire, emportée par ces flots-là de l'économie, de la politique, des sujets de société, ou si c'est aussi peut-être quelque chose que rencontrent d'autres personnes. Peut-être ils peuvent nous le dire dans le chat. Mais moi, pendant longtemps, ça a vraiment été un gros enjeu ces dernières années quand même, d'arriver à avoir ces petites respirations. Je trouve que c'est aussi peut-être une particularité du métier de journaliste où tu es dans un espèce de flux continu, notamment par rapport à l'actualité, tu vois, l'impression qu'il faut réagir à toutes les actualités, que si tu vas rater quelque chose d'important, qu'il faut pas rater la dernière info, le dernier truc, et ça te maintient en fait dans un niveau de tension qui est assez énorme. C'est un métier avec la contrainte d'un rythme assez particulier. Et justement, je me demandais, c'est quoi ta technique, tu vois, c'est quoi ton truc à toi pour couper et pas justement te piéger dans le flux de l'actu et vivre en 100% dans l'angoisse permanente de tes réseaux ou quoi.
Alors déjà, moi, contrairement à plein de journalistes, je pense, j'avais pas le truc de peur de louper quelque chose. C'est-à-dire Hmm. que depuis le début, j'ai bien vu que j'avais un, un souci pour me déconnecter du travail. Je pense que ça a commencé. Ah, on n'a plus le son. On n'a plus le son. Là, ça marche? Ah ouais, là, ça arrive. Je sais pas pourquoi Ouais. ça a coupé. Je disais pendant mes études me plaisaient tellement, j'étais vraiment à fond dans ce que je faisais, que je me disais pas, ah, je sais pas, ça va avoir des répercussions sur ma carrière ou quoi si je suis pas à fond dans l'actualité. C'est-à-dire que je n'aurais pas été journaliste, de toute façon, j'aurais regardé l'actu. Enfin, il y avait un Hmm. truc de je veux absolument savoir. Et parce que c'est Internet aussi, c'est un puissant fond. Tu te mets sur un article. Je suis peut-être une des seules personnes qui a une addiction à l'application du Monde, c'est le journal. Je suis vraiment, je scrolle et je veux absolument, tu tombes sur un autre article et tout ça. Et donc, c'est presque un truc d'addiction. Je sais pas si c'est une forme d'addiction, mais en tout cas, j'ai besoin de comprendre en fait ce qui se passe. Même quand il n'y a pas une nouvelle actu là dans l'heure, j'ai besoin de. Donc, du coup, c'est un peu. Pour moi, ça a été un enjeu d'arriver à se dire bon, là, tu prends une pause dans la compréhension du monde en fait. C'était pas tant un truc d'actu que dans un truc d'arrêter de lire en permanence. Parce qu'en fait, même quand au début, je posais mon portable ou l'actu ou les journaux, j'allais lire un essai. Hmm. J'arrivais pas à lire des romans. Et c'est vraiment quelque chose là que j'ai découvert, ça fait 1 an, où vraiment je prends voilà, beaucoup plus de temps. Donc comment je fais? Bah, déjà, j'ai des trucs débiles, mais j'ai des limitateurs d'applications sur mon téléphone. Donc en fait, je peux pas passer plus d'un certain temps sur les réseaux sociaux, sur même des applications de journaux et d'actualité. Ensuite, j'ai vraiment des moments, mais c'est des trucs basiques, hein, c'est vraiment j'ai des moments où j'ai pas mon portable, je le mets dans une autre pièce parce que s'il est là, Hmm. je vais forcément regarder ou pas d'écran. Et surtout, j'essaie de lire des choses qui sont pas forcément ultra politiques ou en tout cas pas dans l'actu chaude. Et je pense que la lecture, moi, ça a quand même longtemps été un refuge et ça l'est encore de juste lire des livres, lire des BD, des choses qui sont qui laissent de la place à l'art, à la sensibilité, qui sont pas dans l'actu chaude. En fait, des choses qui ne vont pas me servir dans l'exercice de mon métier. Et Hmm. ça, c'était vraiment l'écueil. Moi, c'est que même quand je lisais des trucs, fallait que ce soit un peu un truc intelligent, quoi. Fallait que ça Ouais. puisse être cité quelque part. Fallait qu'il y ait une utilité politique. Et maintenant, je lis vraiment des trucs, voilà, rien à voir. Ou quand j'ai des écrans, je suis capable de regarder vraiment des films ou des trucs qui vraiment n'ont aucun intérêt. C'est pas, je sais pas, une série ultra politique ou quelque chose qui va m'apporter intellectuellement. Ça va vraiment être un truc de la détente pure, de vider mon cerveau. Et ensuite, bah, les moments avec les amis. Moi, c'est le truc dont je parle souvent, c'est très central dans ma vie. Ce qui me rend la plus joyeuse, avant toute autre forme de relation humaine, ça reste mes amitiés. Et Hmm. c'est ça là où je trouve beaucoup, beaucoup d'épanouissement dans des après-midi passés avec mes amis, d'aller boire des coups, de juste passer du temps avec mes amis. Alors, en vacances, je préfère voilà, faire de la randonnée, aller dans la nature, tout ça, mais dans le quotidien, on peut pas forcément. Alors qu'en fait, on peut juste passer une soirée avec ses potes, déconnecter, poser son Hmm. portable. Et je sais que c'est un poncif, mais pour moi, c'est de l'air que je respire, quoi. C'est-à-dire que ça me permet de continuer à avancer. Et si j'ai pas mes amis accessibles, je pense que je fais pas long feu, quoi. Moi, je parle plus de politique avec certains de mes potes, en fait, en soirée et tout. Parce que ça prend tellement de place dans ma vie, c'est tellement omniprésent, Mmh. que quand j'arrive en soirée et tout, des fois, j'ai juste plus envie, quoi. J'ai la flemme. Alors, des fois, il y a des trucs, on est un peu d'accord, on rage sur, je sais pas, Macron, je sais pas quoi, tu vois. Mais maintenant, j'essaye de, tu vois, de retrouver aussi. Je sais pas si ça te l'a fait à toi, mais moi, j'ai eu l'impression à un moment qu'avec le boulot qu'on fait, j'étais tout le temps en train de. En fait, de parler, tu vois, de trucs badants, de Pareil, non, trucs bien sûr. lourds, et de retrouver un peu de la légèreté, tu vois, en soirée, de se dire non, mais là, c'est, vas-y, on boit une bière, on est ensemble, c'est un bon moment, et viens, on rigole, et on reparle de trucs cons, et de gossip, et de ci et de ça, et on part pas, tu vois, sur ces sujets-là, mais c'est un exercice, tu vois, je sais pas si tu le sens aussi. Totalement d'accord. Ah non, mais moi, c'est la blague générale dans tout mon groupe d'amis, mais après, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde me le fait remarquer, parce qu'on sait qu'on peut me le faire remarquer. Mais moi, c'est vraiment la plus grosse déformation professionnelle. C'est qu'en 2 secondes, de n'importe quel sujet, le café n'est pas chaud, je peux te trouver un dérivé politique. Je peux partir en 2 secondes. C'est même pas que je fais venir le sujet politique de nulle part. C'est que ça va partir de n'importe quelle conversation, tu peux trouver l'enjeu sociétal autour. Donc,
ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et il y a une époque, je pense, j'étais absolument insupportable. Parce que je parlais vraiment que de ça. Hmm. C'est la même époque où je travaillais tout le temps, quoi, où c'était n'importe quoi. Là, aujourd'hui, bah, je continue parfois à le faire. Je reconnais, mes amis, s'ils regardent ce live, sauront très bien de quoi je parle. Mais en fait, maintenant, on me reprend aussi. Et ça m'évite de trop aller dedans et de, effectivement, pas parler de politique. En fait, de politique, quand on dit politique, c'est au sens très large, hein. C'est pas au sens qu'institutionnel. C'est vraiment des enjeux de société. Moi, je vais beaucoup parler de féminisme, tu vois, des relations, des rapports de domination qui structurent les relations. Enfin, et j'essaie à un moment de juste dézoomer et prendre les cas particuliers pour ce qu'ils sont et arrêter d'y voir toujours l'expression de structure qui nous dépasse, tu vois. Et ça, c'est un vrai exercice. Je pense que vraiment, je m'améliore beaucoup là-dessus. J'espère. Je sais pas, j'ai vraiment peur que mes amis regardent ce live. Je vais me... Parce qu'ils pourrissent, mais pour... Évidemment, ils ont raison de me le faire remarquer. Et après, je pense que de faire des activités aussi, hein, tout simplement. D'aller marcher, d'aller... moi, je vais pas mal au cinéma, d'aller au théâtre. J'allais te Tu sors demander, complètement de facto. c'est quoi une bonne soirée pour Salomé Saké? Ce serait quoi, toi, la soirée où tu détends, tu lâches un peu prise? C'est quoi le bon truc pour toi? Le truc que je fais vraiment souvent, c'est que je vais au cinéma. J'adore le Mhm. cinéma. Oui, j'adore ça. Donc du coup, en plus à Paris, t'as les cartes. T'as un abonnement. Je vais pas faire de la pub, mais Mhm. t'as un abonnement. C'est UGC ou MK2 où tu payes un peu plus de 20 euros par mois et t'as illimité, quoi. Donc sachant le prix d'une place de cinéma qui est absolument délirant aujourd'hui, ça permet vraiment d'avoir accès à ça. Et donc, du coup, j'y vais pas mal avec des potes qui sont, comme moi, passionnés de ça. Et donc, souvent, bah, on va commencer par une séance de cinéma et après, un bon repas, soit à la maison, soit dehors. Et juste, j'allais dire boire des coups, mais même pas, je bois pas beaucoup d'alcool, moi. Mhm. Ça va être vraiment ma passion maintenant, c'est la chicorée. La Ah trentaine ouais, arrive, ah c'est ouais, ah ouais. terrible. Moi, la Aïe, 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 déglingo, aïe, quoi. La aïe. chicorée, t'es sûr? Des gâteaux. Mais c'est terrible, vraiment des petits gâteaux maison. Et la vieillesse est présente. Non, une soirée comme ça, en semaine, c'est une bonne soirée pour Mhm. moi. Et sinon, bah si, de sortir. Mais je suis pas une grande fêtarde, hein. J'ai jamais été une Mhm. très grande fêtarde. Je fais pas des soirées jusqu'à 7 h du matin. C'est une soirée après où je vais danser, tout simplement. Mhm. Où ça fait quand même toujours du bien. Tu danses sur quelle musique? C'est quoi la musique qui te fait danser en ce moment? Ou qui te fait danser à 100% des cas? Mais je Ça marche. sais pourquoi je ne parle pas d'habitude de ma vie personnelle, parce que les gens vont découvrir le degré de boumitude de ma Mais personne. non! C'est-à-dire que je n'aime que les musiques de mes parents, en fait. C'est C'est bien aussi! vraiment, je suis coincée dans les années 70-80. Tu me mets des musiques comme ça, mais tu sais, les musiques de mariage, en fait. Moi, je suis au top dans des mariages. Je suis Français ou vraiment anglais? Français ou anglais? les deux. Les deux? Franchement, les deux. Non, mais celle que j'aime beaucoup, qui est inlassable, c'est vraiment les musiques de David Bowie. Notamment Modern Love, la musique que j'aime trop, mais vraiment ça peut. Ça va! Ouais. Je croyais que t'allais dire Oui, Jean-Jacques mais bon. Goldman, tu sors David Bowie, Non, Modern Love. j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman également, vraiment ça. Ah Ouais. non, ça peut être chaud. Après, je l'écouterai pas forcément en boucle chez moi, mais mais non, mais j'aime bien en gros les musiques comme ça où on peut. Je sais pas, moi je me défoule en faisant des. Tu sais, tu peux les imiter, je sais pas comment dire, c'est des chansons Mhm. très qui permettent de se défouler un petit peu. Donc ça va être ma bonne soirée, voilà. Mhm. Mais encore une fois, avec des amis proches. C'est ça le truc que j'apprécie le plus en fait. C'est de sentir que t'as des gens qui te comprennent, vraiment. Et à qui Mhm. tu peux tout dire, où tu peux complètement être toi-même, surtout dans un métier où t'as beaucoup d'images publiques. Donc t'es quand Ouais. même dans une espèce de représentation. Alors, on en parlait justement juste avant. Ça veut pas dire que je suis pas moi-même quand je suis là, parce que je suis sincère dans ce que je dis, mais ça peut avoir des répercussions. Donc, je vais pas lâcher à 2000% sur un plateau télé. Enfin, je vais pas être comme je suis avec mes amis proches sur un plateau Mhm. télé, ce qui paraît à peu près normal. Et quand t'es dans une soirée avec des gens de confiance, tu peux vraiment totalement être toi-même avec tes aspérités, tes failles. Il n'y a pas Mhm. de nécessité même d'être. Pour le coup, si par exemple ça va pas trop, mais j'ai pas besoin avec mes amis de faire semblant que vraiment tout va bien et tu peux vraiment typiquement accepter à des moments de casser l'ambiance parce que t'arrives pas à ne pas le faire et avec des amis proches, tu peux faire ça. Ça n'a aucune répercussion. C'est ça, au contraire, tu trouves une aide, un soutien
où tu peux, au contraire, c'est très très joyeux, te laisser totalement aller. Et ça, moi, ces connexions humaines-là, je trouve qu'elles n'ont pas de prix. Et quand Ouais. c'est des amis, moi j'ai des amis vraiment, pour la plupart, je les connais depuis plus de 10 ans. La plupart de mes amis proches. Donc ils me connaissent très très bien. Ils ont vu toute mon évolution. J'ai une confiance absolue en eux. C'est-à-dire, franchement, je pourrais leur confier ma vie sans hésiter. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif et de plus C'est beau. léger, en fait, finalement Hmm. aussi, que d'être avec ces personnes-là. Et c'est pour ça que j'avais fait des émissions aussi sur l'amitié, pour ce livre d'Alice Raybaud, Nos puissantes amitiés, parce que quelle source de réconfort majeure. Hmm. Et toi Je d'ailleurs, sais pas si toi, t'as ça aussi. en parlant de l'amitié, je me demandais justement, est-ce que tu te verrais plus vieillir, toi, genre, tu vois, maison de retraite et tout, tu te verrais plutôt genre, en couple, deux petits vieux, nani nana, ou plutôt dans une espèce de colloque d'amis, tu sais, tout le monde a vieilli ensemble et tout, et tu te retrouves tous dans une grande maison, colloque de vieux, tu vois? Alors, je sais pas de quoi l'avenir est fait, donc je veux pas dire genre j'avais le couple ou quoi, mais là actuellement ce qui me parle le plus c'est quand même la maison de retraite avec plein de potes, oui parce que c'est en plus, je me dis, ça, franchement, je pense que j'avais vu des études où tu vis plus âgé, plus tu as d'interactions sociales et tu peux utiliser le langage et tout ça, plus tu peux Mhm. vivre plus âgé ou lutter contre la démence ou ce type de maladie. Donc je pense que c'est même bon pour la santé, en fait, de Ouais. garder plein d'interactions sociales. Souvent, les plus âgés, ils souffrent vachement de la solitude. C'est un vrai gros problème. Moi, ce que j'espère, c'est vraiment que je n'aurai pas cette solitude en aucun cas. C'est-à-dire que même si je vis, je sais pas, en couple plus âgé, j'espère continuer à avoir plein d'interactions sociales. Mhm. Et moi, je me dis, enfin, moi, je suis quelqu'un qui pense pas avoir d'enfant, tu vois, j'en veux pas. Et je sais que toi, t'as déjà tenu des propos publics sur le fait Les que sujets. t'en voulais pas. Bah, je vais pas te lancer dans une sauce, mais bon, là, t'inquiète pas, normalement, tu vas avoir un public plutôt très T'inquiète, bienveillant. t'inquiète. Mais justement, je me disais peut-être que le fait de, tu vois, de pas vouloir avoir d'enfant et tout, ça te force à aussi réinventer des logiques, tu vois, d'un point de vue de la vie sociale, tu vois, où tu te dis, ben en fait, sur le long terme, Ouais, c'est l'image sûr. qu'ont les gens, c'est la maison de retraite et mes petits-enfants viendront me voir. Bon, bah, si t'as pas d'enfants, il n'y a pas de petits-enfants. Donc, c'est peut-être aussi bah, la maison de retraite et je serai avec. Bah, toi, on te voit tout le temps en story avec Manon Bril et Charlie Danger, Ouais. toutes les Je trois serai avec des avec lits elle, grave. superposés et voilà quoi. Attention, parce que là, je vais vraiment plomber l'ambiance comme absolument jamais. Honnêtement, vu l'état du monde, je n'arrive même pas à m'imaginer avoir cet âge-là, en fait. Ah ouais? Vu comment, franchement, vu comment je suis, j'ai l'impression que tout va partir à volo là. J'ai pas un méga optimisme. Je continue à penser que c'est possible de vivre sur une planète habitable dans une société où les droits humains sont respectés, où il n'y a Hmm. pas, je sais pas, où c'est pas vraiment l'horreur. Si je pensais pas que c'était possible, je me battrais pas pour que ça arrive. Donc je continue à penser que c'est possible, mais actuellement c'est quand même pas la probabilité la plus haute. Donc j'avoue, j'arrive pas. En fait, moi, je pense pas à ma vieillesse, ou Hmm. peut-être c'est juste un truc de vingtenaire, parce que j'ai encore 29 ans pendant quelques mois, donc j'aime bien dire ça. Profite. Mais c'est, j'en profite. Mais j'ai du mal à imaginer que je vais arriver jusqu'à ce stade-là de ma vie. Mais peut-être que c'est, Tu te je vois sais mourir pas. comment? C'est quoi ton scénario? Enfin, genre, moi, des fois, tu vois, je me dis, je pense peut-être un jour je finis fusillé, tu vois. Je me dis, bon, Franchement, j'ai ce truc en tête, tu vois. Le ça te plus- traverse l'esprit. Je te cache pas que ça me traverse l'esprit quand même. Bah, en fait, quand t'as autant de personnes qui t'ont menacé de te mettre une balle dans la tête, tu sais, Hmm. t'y penses. Ouais, Enfin, c'est ouais. logique, je pense, pour quiconque. Je ne sais pas. Non, je pense que comme personne, je ne sais pas de quoi je vais décéder. Mais c'est vrai que bah, j'espère très âgé, dans de très bonnes Voilà, c'est conditions, dans mon bien. sommeil, tu vois, bah, évidemment, comme tout le monde. Mais bon, je suis pas certaine que d'en arriver. Je sais pas, on verra. Avec tes amis, avec Je continue toi, à ça. voilà. Mais idéalement, dans le scénario idéal, vraiment, ouais, pour moi, c'est un truc où j'ai des amis. Parce qu'en fait, pour moi, le couple, c'est aussi. Qu'est-ce qui est beau dans les couples de longue durée, c'est que t'as une personne qui est témoin de ta vie. T'as Hmm. quelqu'un qui t'a connu dans tous les stades de tes personnalités, puisqu'on a des personnalités qui évoluent, évidemment, et les amis peuvent faire ça. Et Hmm. moi, je te dis, je chéris tellement ça, mais à un point. Où je sens un amour vraiment très 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 fort quoi pour mes amis et de me dire mais c'est des personnes une de mes meilleures amies je la connais depuis que j'ai 8 ans. Hmm. Là je vais en avoir 30. Bon, tu veux dire cette personne m'a vu vraiment dans tous les stades de ma vie et
J'espère que ça durera jusqu'à... Si à 70-80 ans, j'ai quelqu'un comme ça dans ma vie qui a tout vu, et sur qui j'ai pu compter, et sur qui je peux encore compter, mais quel trésor, quel bonheur absolu. Donc c'est vrai que j'adorerais avoir ça, et dans tous les cas, je pense que ma vie, même si le couple, mettons, je sais pas, venait à prendre une place très importante, je pense que ça prendra jamais toute la place. Enfin, ouais, je ne le souhaite pas, je pense. Et de manière générale, je n'aimerais pas qu'un seul ami prenne toute la place non plus. Pour moi, c'est de garder une diversité de relations, sans avoir 12 000 relations, mais de tout mettre sur les épaules d'un humain, je trouve que c'est quand même un peu fort. Et là, dans les périodes un peu difficiles que j'ai pu traverser ces dernières années, c'était assez chouette d'avoir des amis qui pouvaient se relayer. Pour notamment, j'ai eu des problèmes de santé, il fallait s'occuper de moi. Heureusement qu'il n'y avait pas qu'une seule personne qui gérait tout le bazar. Donc j'imagine quand t'es vieux, t'as quand même de plus en plus de problématiques de santé qui arrivent, très logiquement, en tout cas pour la plupart des gens. C'est chouette si t'as plein d'amis, un réseau fort d'amitié, de personnes qui vont te soutenir matériellement, moralement, que toi tu vas soutenir quand tu le peux. Je me reconnais plus là-dedans, voilà. Ah, c'est quand même assez positif. Parce que les gens se foutent de notre gueule parce qu'on n'est pas assez feel good. On fait de notre mieux. On est des gauchistes, on fait ce qu'on peut. Voilà, on essaye. Mais justement, pour parler de choses un peu feel good, t'as 29 ans, t'es quand même maintenant une autrice à succès, on peut le dire, journaliste reconnue dans ton domaine. L'année dernière, t'as été classée parmi les 5 personnalités médiatiques les plus suivies sur les réseaux en France, selon une étude du Reuters Institute. Ouais, je me demandais, est-ce que c'est la carrière que tu imaginais quand tu es rentré en école de journalisme, quand tu t'es lancé là-dessus? Est-ce que c'est ça que tu disais? Ou est-ce que c'est encore mieux que tout ce que tu aurais pu imaginer, tu vois? Évidemment que c'est encore mieux, mais jamais tu te dis que ça peut marcher comme ça. Enfin, évidemment. Après, moi, de par mon caractère, je suis vraiment tout le temps en mode ça peut s'arrêter demain, faut surtout pas s'emballer. Je suis tout le temps un peu comme ça à guetter un peu. J'ai vraiment l'impression que ça va s'arrêter et je pense que c'est pas de la fausse modestie ou quoi. Je pense que le système médiatique fonctionne beaucoup comme ça et qu'on fait monter des personnes très vite, qu'on peut faire redescendre très vite aussi. Qu'on a des exemples de longévité type, je sais pas, Élise Lucet ou des personnes qui ont vraiment fait des très longues carrières, mais t'en as aussi plein que tu vois popper dans l'espace médiatique, dans tous les domaines hein, d'ailleurs, domaine artistique et tout, et dont on n'entend plus du tout parler. Et je pense que ça dépend pas que de moi. Ça dépend d'un contexte, ça dépend de la manière dont tu peux être ciblé, ça dépend de énormément de choses et de ta vie perso tout simplement. Je sais pas s'il m'arrive demain un truc très grave ou je sais pas. Donc évidemment j'ai un moment de carrière, jamais j'aurais pensé en arriver là. C'est complètement inespéré. Mais je suis pas comment dire, je suis pas en mode ça y est, I did it, je suis arrivée. Je suis plus ok, maintenant ce serait bien qu'on tombe pas dans le fascisme, donc ce serait cool de comment dire qu'on soit plus, enfin je le vois plus de cette manière. Après il y a un truc qui m'a fait super plaisir, si on peut dire un truc un peu feel good, c'était il y a pas très longtemps, j'écris des journaux intimes, voilà, depuis très longtemps, j'écris des journaux intimes depuis toute petite. Et l'écriture est quelque chose de central dans ma vie. Encore une fois, c'est pas pour rien, je pense qu'on se met à écrire des livres. Et ça a toujours été un endroit où je pouvais avoir des réflexions et puis marquer. Encore une fois, je pense que c'est très cohérent avec la carrière que j'ai choisie après. C'est-à-dire que j'ai un peu une obsession des faits. Donc, il faut avoir des preuves de tout. Et donc, je consigne vachement les trucs, les situations, ce qui s'est passé, ce qui est hyper pratique. Parce qu'on se rend pas compte le nombre de choses qu'on oublie. Donc, parfois, des années plus tard, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'était passé, ce truc-là je sais pas, tel truc dans la famille ou quoi. Bam, en fait, je l'avais noté. Donc, très, très pratique. Toi, t'as pas les journaux intimes écrits en plusieurs couleurs comme les gens. Toi, t'as les trucs bien classés, avec les dates. Non, alors ça, oui, c'est très daté. Ouais, c'est très factuel, en fait. C'est vraiment pas de la littérature. Hein. Je documente les choses. On peut pas s'engueuler avec toi. Hein. Attends. 2014, au repas, à la raclette, tu as dit ça. Je n'écris pas tous les jours non plus. Mais c'est vrai que sur les trucs importants, parce qu'en fait, c'est là où je vais aussi me décharger, quoi. Donc, je vais écrire ce que je ressens. Et j'ai fait ça depuis toute petite. Et récemment, j'ai retrouvé un journal où je parle de journalisme à 13 ans. Oh. Parce que j'ai vu un film ou je sais pas quoi. Et je suis vraiment à dire, mais ce serait tellement incroyable d'être journaliste et que genre, je puisse écrire des articles. Et en fait, je n'imagine même pas, en termes de carrière, faire autre chose que de pouvoir écrire des articles, ce qui me paraît déjà complètement inaccessible. Incroyable.
Et juste d'avoir relu ce passage où je fantasme d'un truc, où la manière dont je l'écris, clairement, on voit que je pense même pas y arriver. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment trop cool parce que je suis en cohérence avec cette petite fille ou cette adolescente. Et ça, pour moi, c'est central d'avoir cette colonne vertébrale. Et je pense que si j'ai la très jeune Salomé me voyait là, je pense qu'elle trouverait que c'est cool. Et ça, pour moi, c'est un accomplissement personnel. De me dire, je suis en cohérence avec même les valeurs que j'avais à 16 ans. J'avais déjà, en fait, les mêmes racines en termes de valeurs. C'était déjà la même chose. C'était déjà ces sujets-là qui m'intéressaient. Donc, je suis assez... j'espère que cette petite fille-là serait fière et je pense qu'elle le serait vraiment. Donc ça, c'est un sentiment cool, quoi. C'est chouette. Franchement, c'est stylé. Et justement, je me demandais, est-ce que t'as genre vraiment toujours voulu être journaliste ou il y a quand même une phase où t'étais gamine et t'avais un rêve d'un autre métier, un peu, je sais pas, genre spationaute aventurière ou un truc comme ça, tu vois? J'ai eu plein de rêves, comme tous les gamins, je pense. J'avais plein de types de rêves. Je pense que c'est les 3 qui sont vraiment restés. C'était avocate. Avocate, j'ai quand même fait des études de droit et tout, donc c'était quand même un truc qui est resté longtemps. Genre enfant, tu voulais être avocate, tu disais genre ça. Ouais, ado plutôt. Et Ouais. c'était non mais genre c'était Gisèle Halimi, c'était tu sais le fantasme, mais comme journaliste c'était pas le vrai journalisme. À quel âge tu penses à Gisèle Halimi et tu dis je vais être avocate? Ouais, moi j'étais complètement très tôt dans le féminisme. Hein. Genre à 8 ans? Non, c'était vraiment le film, le truc, pour le coup je m'en souviens, j'ai une date, c'est vraiment le film Persépolis de Marjane Satrapi. Ok. Qui m'a complètement... C'était la prise de conscience. C'était de me dire, attends, il y a d'autres petites filles, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui a mon âge au moment où je le regarde, ou qui est à peu près du même âge, et qui évidemment vit sous le régime islamique, qui a tous ses droits bafoués, enfin c'est l'horreur, et qui est une petite fille qui naît avec la liberté, et qui voit ses libertés bafouées de petite fille. Et moi, ça m'a trop marqué, parce que du coup, tu t'identifies vachement quand tu regardes ça, je sais plus, j'avais 11 ans, comme ça. Et ça m'a et qui se rebelle aussi, dire... qui est pas passive, je trouve c'est important dans son histoire. Oui, en plus c'est une guerrière. Ouais, c'est ça. C'est un personnage incroyable de Marjane Satrapi qui effectivement refuse l'ordre établi, refuse qu'on lui bafoue ses libertés comme ça. Et moi, c'est un truc qui m'avait totalement bouleversée. J'avais pas arrêté d'en parler à mes parents et tout ça. On avait, déjà le cinéma, hein. On m'avait emmené au cinéma, donc j'ai eu cette chance-là. Et à partir de là, c'est devenu un truc, le féminisme, et ça l'a été très tôt. J'en reparlais récemment avec mes parents qui me disaient que oui, j'étais déjà bien intéressée par ça. C'est vraiment mon entrée dans les enjeux de société, c'était vraiment le féminisme, notamment au Moyen-Orient, parce que c'est à ça que j'avais eu accès, en fait, cet enjeu-là. Et donc oui, je lisais des livres et tout ça sur le féminisme. Et alors, je sais pas, Gisèle Halimi à quel âge, mais je sais que j'ai découvert assez tôt, en me disant, c'est extraordinaire. Après, quand il y a eu vraiment YouTube... peut-être que c'est un peu plus tard, peut-être c'est au lycée, où on avait des vidéos. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'art oratoire. Les personnes qui arrivaient à imposer une idée par le biais de la parole. Je trouvais que c'était extraordinaire. Donc, je me souviens, et encore aujourd'hui, je regarde régulièrement ces vidéos quand ça va pas. Moi, je regarde des vidéos de Simone Veil, de Gisèle Halimi, de personnes qui parlent trop bien, en fait, et qui défendent des idées qui me sont chères. Il me semble que tu as fait du théâtre, c'est pour ça que tu as fait du théâtre? J'allais y venir, il y avait... Ah, trop bien. J'allais y venir, justement. Moi, j'ai eu donc ce rêve d'avocate et ce rêve de comédienne qui est resté très longtemps. Comédienne de théâtre. Je voulais pas être actrice de cinéma, je voulais vraiment être comédienne de théâtre parce que j'ai fait plus de 10 ans de théâtre, même au conservatoire et tout ça. Je suis quand même allée assez loin dans ces études-là et j'espérais peut-être devenir comédienne. En tout cas, c'est un truc qui me plaisait énormément. Dans le registre comique, ce qui n'est pas tout à fait évident quand on me voit aujourd'hui. J'étais absolument pas fan des dramas et tout, je voulais vraiment... non, c'était le registre comique, c'était Feydeau, c'était du boulevard, genre le boulevard. J'adorais le théâtre de boulevard, mais le truc vraiment, je pense qu'on m'attendrait pas du tout là-dessus aujourd'hui. Quoi, ma femme? Mais vous êtes avec votre amant sous le lit. Mais moi, c'était Ciel, mon mari. J'adorais ces rôles-là, ou ces rôles de femmes complètement qui pouvaient s'énerver, qui pouvaient faire des scandales. Voilà. Donc, ça, je l'ai jamais dit nulle part. Hein. Vraiment. Incroyable. Et donc, c'était soit ça, et soit journaliste, soit avocate. Je pense que c'est vraiment les trucs qui sont. Ouais, que j'ai dit pendant 10 ans, en fait. Enfin, pendant plus de 10 ans, c'était les 3 professions qui m'intéressaient. Mais attends, t'enfuis pas du théâtre, T'as joué dans une pièce ou pas?
Alors, je ne tiens pas à en parler spécialement Ah, ok, publiquement. ok, allez. On dira pas, on dira pas. Mais oui, j'ai joué surtout dans pas mal de pièces dans les cours. Enfin, conservatoire, tu sais, t'as toujours des pièces à la fin. Mhm. J'avais joué, si je peux dire, j'avais joué une pièce de Ionesco en prépa qui s'appelait Délire à deux. Ah, j'allais dire, si c'était qui Rhinocéros, c'était bienvenu. J'ai aussi joué Rhinocéros. Ah, bah Alors par voilà. contre, vous allez me dire quel rôle je jouais? Je jouais l'épicier, genre. Non mais, donc j'étais vraiment en mode pom 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 avec des poireaux et tout et ça me faisait trop marrer. Je sais pas, dans un jeu hyper dramatique de Rhinocéros, même s'il y en a un Mhm. derrière, mais après c'était du théâtre de l'absurde. Mhm. Mais j'aimais beaucoup Ionesco, enfin j'aime toujours beaucoup Ionesco. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça prend une dimension même Un peu trop encore plus réel, des importante. fois. Ouais. Mais c'est marrant d'ailleurs, tu renvoies vachement une image de sérieux, tu sais, quelque chose, t'es quelqu'un qui vérifie les Mais sources et ça c'est tout. fou, hein. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est l'image publique, c'est ce que tu disais. Et je sais. Les gens te Mais de toute perçoivent que façon, comme ça. ton image t'appartient pas. Donc, en fait, c'est un truc de fou le truc du sérieux, parce que c'est écrit absolument dans chaque portrait et tout. Je suis hyper globalement trop sérieuse et angoissée. C'est vraiment le truc. Angoissée parce que je Mhm. suis là, bah, vous avez vu, la planète, la politique, c'est quand même chaud. Donc forcément, j'essaie d'expliquer ça. Donc c'est angoissant. Moi, je me demande parfois si les gens projettent pas la propre angoisse qu'ils ont quand ils écoutent ce que je peux dire, et donc ils Mhm. préfèrent se dire que je suis angoissée plutôt que. Donc, tu sais, ça renvoie à un truc très psychologisant de dire que je suis angoissée. C'est genre, elle est anxieuse. C'est pour ça Mhm. qu'elle nous dit ça. Alors que moi, j'estime au contraire que je suis particulièrement proche des faits. Et sérieuse, là, pour le coup, parce que je le suis dans mon travail, ça, il n'y a aucun doute. Et parce que je pense, sincèrement, plus que d'autres, ne pas avoir le droit à l'erreur. Donc oui, Mhm. je suis complètement. Je suis très, très, très minutieuse dans mon travail. Je vais revérifier les faits encore et encore et encore. Tu vois, le livre, il a été relu par des avocats, des juristes, des spécialistes avant que. Tu fais pas paraître un truc comme ça sans que ce soit ultra baqué, quoi. C'était ultra vérifié. On a. Le premier livre, pareil, il était relu. Enfin, je l'avais moi tout fact-checké 12 000 fois, mais il a été fact-checké par d'autres personnes. Il a été également fact-checké par des sociologues spécialistes de la jeunesse. Enfin, je voulais que ce soit carré. Et je pense que je pourrais pas dire ce que je dis si c'était pas super carré. Enfin, tu peux. Après, je fais des erreurs. Parfois, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà reconnu. Mais je veux dire, le but, c'est qu'il y en ait le moins possible. Et surtout que s'il y a une erreur, il faut vraiment pas que ce soit une grosse erreur. Mais C'est-à-dire pas une grosse d'où elle erreur vient cette pression? d'interprétation. Parce que c'est pas forcément que du journalisme. Enfin, je veux Mais dire, on a un journalisme t'imagines. aujourd'hui ne check rien, qui est d'une médiocrité absolue un peu partout. Des essais qui sont écrits par des gens qui n'ont même pas Oui, lu la ça. page Wikipédia du sujet dont ils parlent. Donc c'est pas forcément une attente du public, c'est peut-être ça vient d'ailleurs, j'ai l'impression. Si. Pour moi, c'est. Parce que j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours été rigoureuse. Globalement, je suis rigoureuse, je pense, dans ma manière Hmm. d'aborder les choses que je traite. Mais ça a pris des proportions vraiment presque. Justement, c'était presque maladif. Il y avait des moments où je fact-checkais un truc 30 fois. Genre, je voulais Hmm. vraiment être sûre que le moindre truc, que ça avait bien été dit par des gens et tout. Pour moi, il y a deux raisons. Un, je pense qu'il y a une crise du journalisme, qu'il y a une crise de la confiance et que les erreurs, quand même, surtout celles qui ne sont pas assumées et tout derrière, nous font du mal, en fait, en termes de crédibilité dans cette profession de manière générale. Notre métier, c'est quand même de délivrer de l'information vérifiée. Donc si on fait pas ça quand même le mieux possible, bah, pour moi, c'est un peu un problème. Tu dis, il y en a plein qui écrivent des essais n'importe comment et tout, mais pour moi, c'est pas l'étalon. On ne doit pas se référer. C'est pas parce qu'il y en a qui font n'importe quoi que moi, je veux faire n'importe quoi. Et je pense qu'avant, dans les rédactions, il y avait peut-être aussi plus de fact-checking, on faisait peut-être plus attention, parce qu'on avait plus le temps. Et c'est pour ça que je tape pas du tout sur Hmm. mes confrères. J'ai vu ce que c'est. J'ai travaillé dans des rédactions de chaînes d'information continue et tout. T'es sous pression, t'as pas le temps. On te demande de faire à la chaîne, ça va très très vite. T'es très fatigué. Enfin, c'est pas étonnant qu'il y ait des erreurs qui soient faites. Mais je pense qu'on aurait intérêt justement à essayer de se poser. Et moi, j'ai la chance immense d'être dans une rédaction où on me laisse ce temps-là. Et Hmm. où et donc pour moi, c'est vraiment très très important d'être voilà, ultra rigoureuse. Et après, tu disais le public l'attend pas. Si, essaie de faire une erreur quand tu dis des trucs qui vont pas dans le sens commun, on va dire, enfin, au fait que tout le monde ne va pas dans ce sens-là, dis quelque chose à contresens et
en tant que jeune femme et fait une erreur, tu vas voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, la moindre imprécision, le moindre truc, me coûte cher, de toute façon. Puisque moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai, parce qu'on m'a déjà attrapé la veste, mais sur des trucs... Oui, mais ils vont pas tomber dessus. Ils tomberont dessus pour tout. Tu vois. Attends, mais pour des trucs... Une fois, moi, j'ai déjà posé des questions sémantiques. Mais en fait, les gens vont partir soit d'une imprécision ou d'une... Vraiment, j'ai jamais fait, à ma connaissance, d'erreurs massives, tu vois. Enfin, un truc qui, vraiment, j'aurais été complètement à côté de la plaque, ou j'aurais... Mais même des petites erreurs, on m'a déjà vraiment attrapé la veste, mais avec une férocité où tu te dis, punaise, j'ai vraiment pas la possibilité de m'être trompée dans le moindre... Pardon, à chaque fois, ça me met switch to iPhone, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc moi, je fais très attention. Puis après, au-delà de la pression, vraiment, je pense que c'est un devoir aussi journalistique. On est là pour délivrer des faits vérifiés. Les gens attendent ça de nous. C'est à ça qu'on sert aussi. Et j'ai envie de te dire, même plus ça va aller, plus je pense que ça va être fondamental. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, tout le monde va pouvoir produire des contenus même sur le format de ce qu'on délivre. C'est-à-dire qu'on va même plus avoir la spécificité du format, du décryptage. Je pense que ce qui va aussi faire la différence, c'est la confiance. Qu'est-ce qui va faire que tu vas regarder un média ou une personnalité plus qu'une autre? C'est si tu as confiance en ce média ou en cette personne. Et donc, pour moi, c'est fondamental de faire son travail vraiment le mieux possible et d'être hyper transparent sur la méthodologie. Paloma, Moritz, qui est à Blast avec moi, elle fonctionne pareil. Hein, elle cite toujours ses sources. C'est l'idée de dire aux gens, voilà le chemin intellectuel que j'ai pris. Voilà ce que vous pouvez aller aussi vérifier par vous-même. Je peux me tromper, encore une fois, mais j'essaie de vous prouver quand même vraiment mon honnêteté et mon sérieux et ma rigueur. C'est de vous dire, moi, je vous donne un travail, j'ai fait du mieux que je peux. J'ai été la plus honnête, la plus sincère possible. Après, bien sûr, à discuter, il y a toujours du débat, heureusement. Mais je pense que ça va avoir une valeur, enfin je fais ce pari, peut-être que je me trompe, mais de plus en plus importante avec la survenue de l'intelligence artificielle, parce que ça va faire tu te rends compte, ça va inonder les gens de contenu, encore plus qu'aujourd'hui. Ouais, moi je le vois dans le sport, là je vois qu'il y a de plus en plus de médias sport qui font rédiger leurs articles par intelligence artificielle, et ça se voit, mais parce que moi j'y fais attention, mais je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais en fait c'est d'une grande médiocrité, c'est extrêmement faible en termes de propositions, non mais c'est nul. Et, pour l'instant, mais ça, voilà. Je pense que ça va s'améliorer. Je pense qu'à un moment ils auront quand même les limites de la machine à mon avis, et justement, moi, je crois beaucoup à la bonne foi aussi, et c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Tu vois, c'est pour ça que je dois être une des rares personnes de Twitch à essayer de sourcer ses lives, à essayer de donner, tu vois, le plus d'informations factuelles. Pareil, c'est ce que je faisais dans mes vidéos sur Instagram. Je mettais même des biblios à une époque et tout. D'ailleurs, je pense le refaire sur une série là que je veux sortir bientôt. Mais après, voilà, la question que je me pose, c'est des fois, est-ce qu'on n'en fait pas trop, parce qu'il y a aussi une limite de temps. Dans une journée, de ce que tu peux faire. Et donc, je pense qu'il faut faire de son mieux. Mais on peut pas avoir l'exigence, tu vois, sur un truc que tu vas sortir dans un média. Tu peux pas avoir la même exigence que, par exemple, quand je publiais de la recherche. Et quand tu publies de la recherche, t'as 2 ans pour écrire un article de 20 pages, tu vois. Donc oui, il est bien sourcé, tout ce que tu veux, mais t'as mis 2 ans à l'écrire, tu vois. Après, je pense que dans mon cas, c'est vraiment ce qui m'a permis de... Enfin, quand même, les idées que je défends... Alors, je sais que je suis pas du tout la plus radicale, ou quoi que ce soit, mais... je vois bien la difficulté de les défendre aujourd'hui dans l'espace public et de défendre cette vision du journalisme-là. Vraiment, je pense que les gens parfois se rendent pas compte de la difficulté, c'est-à-dire notamment dans les grands médias. C'est beaucoup de discussions, d'argumentations, de dire... et c'est ce que même mes détracteurs les plus féroces me reconnaissent. Le fait que c'est sourcé et que c'est sérieux. Et si tu regardes même les articles qui ont massacré mon dernier livre, parce que il y en a eu plein, même eux, ils vont dire que c'est sourcé. Et que, alors ça va être un catalogue, tu vois, on va me reprocher beaucoup le style, on va me reprocher, bon voilà, tout ce qu'on veut me reprocher. Mais pour moi, c'est quand même aussi un atout, en fait, pour réussir à porter cette parole-là. C'est de dire, bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais vous remarquerez que je raconte pas n'importe quoi. Enfin, que tout est quand même très sérieux. Et moi, ça me fait plaisir de me dire, même ceux qui me... Tu vois, je pense qu'il y avait eu un moment, il y avait eu un portrait, je sais plus dans quel journal conservateur, qui vraiment s'indignait pendant tout l'article du fait que
j'étais trop sérieuse, que mon dos Hmm. était super droit, que ma nuque était raide, genre vraiment, tu sais, Ah, l'espèce de... le dos trop Et droit, voilà. le dos Mauvais trop droit, mais journaliste, bien sûr, ça. énorme problème journalistique. Et un truc qui disait vraiment que j'avais une tête de personne hyper désagréable. Bon, écoute, si c'est ça le truc principal que vous avez à me reprocher, que j'ai le dos trop droit, vraiment, moi, ça me va, en fait. Enfin, tout va bien. Hmm. Et je pense que cette rigueur, qu'effectivement, certains ne s'imposent clairement pas, notamment dans à d'autres voilà, d'autres endroits, elle fait du bien à l'espace public de manière générale. Et moi, je suis une des plus exposées, donc voilà, j'en parle et tout ça, mais je suis pas du tout la seule hein, à avoir cette rigueur-là. Je pense à Paloma de Blast, vraiment, elle est hyper rigoureuse. Je travaille Hmm. avec elle, tout est ultra sourcé, c'est hyper solide, c'est relu. Vous ne trouverez pas de fake news dans ces vidéos. J'ai plein d'autres collègues à Blast qui travaillent comme ça. Si on prend tout le travail de Mediapart, Mediapart c'est hyper sourcé. Si tu regardes les articles, t'as tout le temps, t'as les liens et tout. Il y a un travail de terrain qui est énorme. C'est juste que moi, du coup, comme je suis dans comment dire, un endroit médiatique un peu, à des endroits un peu mainstream et tout, on a peut-être moins l'habitude de voir ça, mais des confrères qui sourcent et qui sont rigoureux, il y en a Hmm. des tonnes. Hein. Je suis genre vraiment pas du tout la seule personne Et, à faire et ça. ça se voit, Ce qui comme est tu fou, c'est que disais. ça devienne un peu bizarre d'être très précis, quoi. C'est-à-dire qu'on en est à un tel point que les gens le remarquent. Hmm. Oui, mais c'est ça, ça se voit et les gens le remarquent. Et du coup, les médias, les Blast, les Mediapart, les Street Press, les gens qui vont faire du travail de terrain, de Ouais. l'investigation, proposer des sources, être carré, ça sort du lot. Et chaque fois que je demande aux gens, les médias en qui ils ont confiance et tout, c'est de plus en plus ça qui sort. Et de moins en moins des médias télé, par exemple, et tout, où là, les gens sont en mode, oui, bon, c'est vrai, on sait que pas terrible et tout. Mais j'avais une question que je me posais, c'était par rapport au fait que, bon, maintenant qu'on sait que tu as une carrière d'humoriste au théâtre derrière toi, est-ce que Qu'est-ce que j'ai lâché? est-ce que tu t'es jamais dit, ça pourrait être hyper intéressant de proposer du contenu où j'ai ma rigueur de journaliste, mon travail de source, mais où j'amène une légèreté, peut-être pour que ce soit, tu vois, plus digeste, plus facile d'accès pour Bien des tout à gens qui fait. sont un peu perdus, tout ça, tu vois. Totalement. J'ai envie de te dire que ça me travaille énormément. Le problème étant, je suis en débat avec moi-même là-dessus et avec d'autres personnes avec qui je discute. J'ai peur que ça entache la... Justement, les gens m'ont pour beaucoup identifié comme quelqu'un qui est quand même sérieux. C'est-à-dire Hmm. qu'on sait que, encore une fois, je nie pas avoir déjà fait des erreurs ou quoi, mais globalement, tout le monde voit bien que je taffe quand même. Et que donc, on peut entendre ma parole. Pas partout, mais dans certains endroits, quoi. J'ai peur que si je rentre dans un truc plus humoristique, ce qui me semble, déjà qui me plairait, franchement, ça me ferait kiffer de faire ça. Mais en plus, je pense que effectivement, ça permettrait d'atteindre un public différent, ça permettrait d'être plus digeste et tout. J'ai peur que du coup, on ait l'impression que je suis un peu une guignole, quoi. Et que ce soit moins sérieux. Je ne sais pas. Peut-être que. Mais vraiment, il n'est pas du tout impossible que je Hmm. produise un contenu de ce type dans les prochaines années, parce que ça me semble être. Même en vrai, à titre très personnel, les essais ou les trucs que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à lire, c'était les trucs un peu drôles. Ou Hmm. les BD un peu, tu vois, je pense à Liv Strömquist par exemple, qui est vraiment une BDiste que j'adore. Euh, T'apprends plein de trucs hein, dans ces BD, c'est pareil, il y a des sources partout, c'est des BD quand même assez sérieuses, et c'est hyper drôle. Il y a du second degré de partout, il y a de l'ironie, ça se prend pas du tout au sérieux. Donc je trouve ce format génial, mais est-ce que moi ce serait ma place de faire ça? Et puis peut-être que je suis pas drôle aussi, tu vois. C'est aussi le risque Ça, c'est supplémentaire, c'est que possible. c'est terrible. Ça, on Donc peut pas garantir, ouais. Mais je je pense trouve pas que que c'est une tu prise perds. de risque énorme. Je pense pas que tu perdrais en crédibilité au sens où tu as établi une crédibilité depuis longtemps, tu as fait quand même beaucoup de travail très sourcé, très carré, 2 essais, une belle carrière chez Blast où quand même tu proposes beaucoup de, tu vois, de contenu, de vidéos et tout. Les gens ont pu voir que ton travail est solide. Donc je trouve que justement, ce serait d'autant plus intéressant qu'une personnalité comme toi fasse une transition vers quelque chose un peu plus, avec un côté un peu plus divertissement, un peu plus amusant, un peu plus En plus léger. j'aimerais bien. En plus Parce j'aimerais que bien. il y aurait ce truc de ah ouais mais c'est Salomé Saké elle est carrée donc on sait que les infos qu'elle va nous donner elles sont solides et derrière ben c'est plus accessible c'est plus facile et du coup voilà ça casse ce côté chiant parce que le défaut de la gauche à la fin c'est qu'on est chiant. C'est les gens nous regardent on est là on leur annonce des mauvaises nouvelles on les dit avec tu vois ce côté un peu
des fois pompeux aussi, hein, tu vois, de l'universitaire, des grands mots, des trucs comme ça. Les journalistes, c'est pas notre rôle d'être drôle, tu vois. Enfin, nous, on délivre de l'information. Tu vois pas Élise Lucet faire des sketchs. Remarque, tu me diras qu'à Investigation, ils ont pas mal d'humour. Élise Lucet, elle met beaucoup d'humour dans son Oui, travail. tu me diras, non. Mauvais exemple. Moi, je trouve qu'il Fabrice Arfi, tu vois. y a une logique. Fabrice Arfi qui a fait l'affaire Sarkozy-Kadhafi et tout. Enfin, pas tout seul d'ailleurs, mais qui est quand même une personnalité qui prend la parole dans l'espace public sur des sujets assez graves et journalistiques. Bah, tu vois, il est hyper. C'est quand même quelqu'un de très sérieux. Ouais, mais justement, mais il a aussi les défauts de ce sérieux, c'est-à-dire qu'il a participé à des investigations extraordinaires, mais que les gens comprennent pas, que les gens connaissent mal. Il a lui-même titré son film, personne n'y comprend rien, parce que. Ah, mais ça, c'est en référence à la phrase de Sarko sur. Oui, c'est lui qui a dit ça. Mais ça répond aussi à une vérité, c'est que les affaires, même en les suivant, sont complexes et tout. Et justement, des passeurs d'informations qui sauraient jouer de la légèreté sans forcément aller. En fait, je dis pas forcément qu'il faut que tu le fasses, hein, mais j'ai l'impression que c'est important. Je crois qu'il y a une place à quelque chose à construire. Si on pense en termes de guerre idéologique, tu vois, il y a vraiment un truc à faire là-dedans sur l'idéologie. Mais est-ce que c'est à nous de le faire? En fait, c'est une bonne question. C'est marrant parce que dans le chat, les gens sont pas d'accord entre eux. Ça a l'air de cliver aussi. C'est pour ça que moi, encore une fois, je suis pas tranchée sur le sujet. Je suis profondément d'accord. L'humour, c'est vraiment un outil important pour véhiculer de l'information. Et de manière générale, dans la bataille culturelle. Et j'adore consommer des contenus humoristiques. Mais est-ce que c'est aux journalistes qui produisent le contenu recoupé et tout ça de s'adonner à ça? Je suis pas certaine, en fait. Par contre, qu'on ait des humoristes qui fassent ça, je trouve que c'est génial. Là, mardi, je vais dans l'émission qu'elle va jouer au théâtre de Swan Périssé, qui est genre soirée contre le fascisme, ou je sais plus comment elle appelle ça. Et je trouve que c'est génial parce qu'elle alterne des humoristes, comme elle, qui vont faire des sketchs sur le sujet, où ils vont quand même donner de l'info, et des prises de parole plus sérieuses, dont la mienne, où là, on est sur du pur contenu informatif, avec un ton comme... Attends, on a un petit bug de son. Mais non, c'est toujours moi, à chaque fois, ça me met switch. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Par exemple, quand t'es dans une émission comme la dernière sur Nova, t'es déjà plus détendu en tant que journaliste. Il y a quelqu'un qui disait, ouais, Fabrice Arfi, il était marrant dans la dernière, et c'est vrai que je l'ai écouté, et effectivement, on sent qu'il est plus détendu et qu'il a l'air un peu, un peu drôle, et que donc on peut aller pour moi sur un peu plus de légèreté, mais de là à produire soi-même des contenus humoristiques. Sans aller dans l'humour, moi je pense que c'est plus plus léger. Pas forcément aller faire soi-même du sketch ou des trucs comme ça, mais ouais, tu vois, quelque chose de plus léger, quelque chose de... Justement, ce côté détendu, moi c'est un truc que j'aime beaucoup sur Twitch, mais on reste encore tout petit. Mais ce côté où les gens sont eux-mêmes, j'ai l'impression que ça touche. En fait, le message touche 100 fois plus quand t'as cette spontanéité, ce côté... on te voit sourire, on te voit rigoler, on te voit douter, te tromper un petit peu des fois, mais derrière on sait que voilà, t'as un travail de source, que t'es carré dans... Tu vois, ça crée quelque chose, je trouve, autour de ce qu'on produit dans l'info. Ouais, non, mais je te rejoins, je suis d'accord sur ce constat. Et peut-être que je me mettrai à faire ça un peu plus l'émission comique dans les années à venir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, je suis plus à l'aise, en fait, tout simplement aussi, hein, avec la posture sérieuse. L'humour et la légèreté sont des prises de risque, moi, je trouve, quand même, de manière générale. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment, il y a risque que ce soit cringe. Totalement. Genre, ça, complètement. Donc, Puis l'humour, c'est aussi... Il y a plein de gens à qui ça plaît pas. C'est-à-dire que c'est très les goûts, les couleurs. Donc, t'as des gens qui vont apprécier tel type d'humour, d'autres non. Je sais pas. En tout cas, que des humoristes s'emparent de ces sujets, je trouve que c'est fondamental. Et j'adore ceux qui font de l'humour politique. Ça fait partie des contenus que je préfère consommer. Bon, moi j'espère voir un jour une émission de Salomé Saké. Je pense que ce serait trop cool. J'ai demandé à des gens sur Insta de t'écrire un message et j'en ai gardé quelques-uns. Je voulais te les lire. Le premier, il dit merci Salomé d'exister. Tu nous donnes du courage et de la force parce que tu représentes la lutte et l'espoir et je pense sincèrement que tu seras dans les livres d'histoire. Oh. Le deuxième, je te lis les trois. Le deuxième, Salomé, tu portes nos voix. Merci pour ton engagement et ton honnêteté intellectuelle sans faille. On voit que tu fais ton travail avec ton cœur et tes tripes et tu argumentes avec tellement de bienveillance que même mes parents de droite écoutent quand tu parles. Et le troisième, c'est merci d'être la voix de tant de jeunes qui n'en ont pas. Tu es inspirante et courageuse, une véritable bouffée d'espoir dans les médias.
Ça te fait quoi d'entendre ça? Le truc des parents de droite, c'est le meilleur compliment. Ouais. Vraiment, c'est le meilleur compliment. De me dire, ok, il y a des gens qui sont vraiment pas. Alors, ça dépend ce qu'on appelle la droite et tout ça, mais je veux dire, surtout les gens qui peuvent être perméables à de la désinformation, à des discours parfois de haine. Je sais pas, encore une fois, quels sont ses parents, ce qui se passe exactement, mais quand il y a des personnes, en tout cas, que j'arrive à faire changer d'avis sur certains sujets, il y a pas de plus beau compliment que ça, pour moi, de me dire que mon travail, justement, parce qu'il est factuel, parce qu'il est sourcé et tout, va pouvoir atteindre des personnes qui sont pas forcément, font pas partie du public de Blast, qui est quand même dans certains bords idéologiques la plupart du temps. Et donc pour moi, c'est de ça dont on a besoin, en fait, c'est d'aller au-delà, de parler à des gens en beaucoup plus grand nombre. C'est un peu le truc que j'essaie de faire au maximum, en fait, de rendre mon travail le plus accessible possible au maximum. Ça, c'est chiant, pardon. Au maximum de personnes différentes. Après, sur le côté compliment sur ma personne, bien sûr que ça fait plaisir, totalement ego boost, super, je suis trop contente quand je lis ça. Ça me fait très plaisir aussi parce que je reçois beaucoup de haine. Donc ça permet de contrebalancer. Et c'est vrai que parfois, en fait, c'est très bizarre ma position parce que je reçois de manière à peu près, je sais pas si c'est équivalent, mais je reçois des messages très 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 gentils qui clairement m'idéalisent pour moi, qui sont pas enfin voilà, qui tiennent pas compte de mes failles et de ce que je peux être en tant que personne, c'est-à-dire complexe. Et de l'autre côté, je reçois des messages de personnes qui m'expliquent que je suis vraiment le pire individu de cette planète, que je mérite la mort, que vraiment je pourris la société. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Et en fait, je pense que c'est le fait de traiter de sujets aussi compliqués, aussi clivants. C'est-à-dire que je reçois peu finalement de messages assez mesurés, tu vois. C'est quand même souvent l'un ou l'autre. Donc évidemment, à choisir, je préfère mes messages gentils. Mais je garde quand même une certaine prudence avec ça parce que j'ai conscience que ça reste de ce qu'on a projeté sur moi, que ça reste de l'image. Et après, sur le côté livre d'histoire, j'espère vraiment pas, en fait, que la personne, tu vois, quelqu'un qui aura vraiment exprimé son opposition à la montée de l'extrême droite sera une journaliste d'un média web, parce qu'on a besoin vraiment que ce soit beaucoup plus massif. Et que à la fin, j'aimerais bien ne pas me distinguer par ça, en fait. Et c'est ça, moi, qui parfois me rend très fatiguée, c'est de me dire, mais je dis un truc qui est tellement élémentaire, j'ai dit des choses, des rappels de faits tellement basiques que la plupart des journalistes sont censés maîtriser. Enfin, je veux dire, je dis vraiment rien d'exceptionnel, ce n'est même pas ma spécialité, la politique. Je suis journaliste économique, moi, à la base. Ça m'intéresse même pas. Je fais pas de contenu politique, si vous regardez sur Blast. Je fais pas de... Enfin, bien sûr, c'est toujours politique, mais je fais pas le suivi de la politique à l'Assemblée, par exemple. C'est pas mon... C'est même pas le truc qui m'intéresse le plus. Et en fait, pour dire un truc absolument basique sur la démocratie et sur les droits humains, je le deviens, pour certains, voilà, l'espèce de figure... pour le truc des livres d'histoire, c'est quand même pas mal revenu dans mes messages. Mais si c'est le cas, vraiment, c'est très inquiétant. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis juste une journaliste qui rappelle des trucs de base. Et on devrait tous le faire. On devrait tous... Enfin, si on est un journaliste attaché à la démocratie et à l'information vérifiée, on devrait tous dire « Ah oui, ce n'est pas compatible avec le projet de l'extrême droite ». C'est quand même un truc qu'ont dit les journalistes pendant très longtemps. Et c'est pour ça que je rappelle... Non, t'entends plus? T'as perdu? Là tu Ouais, là c'est bon. m'entends plus? Là c'est Ouais. bon. Pardon. Je rappelle tout ce qui s'est passé en 2002 et tout ça, parce que avant, ce que je dis ne m'aurait jamais distingué de quoi que ce soit. On se serait jamais dit « Oh là là, quel courage !» Mais il y a plein de gens qui me disent « Quel courage !» Mais moi, j'ai pas du tout eu l'impression de faire un truc courageux ou de juste de rappeler des faits de base dans un bouquin, quoi. Qui est... En fait, ce qui est inquiétant, c'est à quel point ma voix est en train de devenir minoritaire, pour moi. Et... Ça, tu vois, c'est un truc que j'ai un peu, que j'ai même complètement rencontré, parce que du coup, quand moi j'ai sorti mon bouquin sur les survivalistes, tout ça, et sur du coup la fascisation et les liens de la fascisation française avec le néolibéralisme, Macron, tout ça, je me disais, non, mais forcément, il y a des gens qui travaillent là-dessus, et en fait, d'un coup, il y a une espèce d'immensité de la solitude de ce genre de sujet, et tu te rends compte que, ah, mais en fait, personne, ou presque personne ne travaille sur l'extrême droite et n'en parle.
Mais je crois que ce qui touche les gens... Les chercheurs, en tout cas, ils sont clairs. Du côté universitaire, j'ai l'impression quand même il se passe des choses. Non. C'est juste que dans l'espace médiatique, il se passe plus rien, quoi. Non, c'est un effet, petite bulle, mais okay. Très peu de gens travaillent sur l'extrême droite aujourd'hui du côté de la recherche. On a l'inénarrable politologue qui nous ressort sa même étude sur le vote RN, pas mise à jour depuis 25 ans, mais grosso modo, on a très peu de travail actualisé sur les formes, tu vois, de l'extrême droite aujourd'hui, tout ça. Mais moi, sans aller trop profondément dans l'extrême droite, parce que sinon on va sortir du sujet, du but de ce live qui était d'être dans le positif, mais je pense que ce qui touche les gens, ça, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, c'est oui, on est minoritaire, oui, on est très peu à travailler sur ce sujet-là. On parlait en notre nom et à visage découvert, on est 4, mais vraiment. Mais ce qui touche les gens aussi, c'est que ça leur donne de l'espoir. Moi, je me suis rendu compte que c'est, en fait, en étant nous-mêmes visibles, même si on est peu et que nous, on se sent minoritaire par rapport à un milieu professionnel, les gens qui sont plutôt nombreux, en fait, encore aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup des gens à pas être d'accord avec l'extrême droite, avec cette montée-là, et il n'y a jamais de voix, en fait, qui relaie cette parole, etc. Quand ils voient une Salomé Saké, quand ils tombent sur un bouquin comme le mien ou quoi que ce soit, tu vois, ils ont ce truc de se dire, ah ouais, en fait, moi, c'est ça les retours de lecteurs que j'ai souvent. Hein. C'est putain, merci. En fait, ça m'a redonné de l'espoir. Je me dis, en fait, je suis pas tout seul. Il y a d'autres gens qui pensent comme ça et tout. Et je trouve que c'est hyper important de se dire que quand ils t'écrivent ce truc des livres d'histoire et tout, je pense que c'est pas qu'un truc de, tu vois, sur de l'ego ou quoi. Hein? Attends, moi c'est juste que moi ça me fait flipper. Je suis là, attends, je voulais pas être dans les livres d'histoire. Ouais, je voulais juste faire mon truc tranquille. Tu dois faire la révolution. Maintenant, c'est comme ça, Salomé. Va chercher ton béret et ton fusil. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que je pense que quand ils voient les messages qu'ils envoyaient, par exemple, quand j'ai demandé ce qu'ils t'envoient des messages sur Instagram, beaucoup de gens étaient là. En fait, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien que quelqu'un dise cette voix. Tu portes leur voix, en fait. Je pense que tu portes la voix de beaucoup de gens qui, malheureusement, sont silenciés dans les médias, mais c'est peut-être les médias le microcosme. Mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, si j'ai écrit ce bouquin, c'est vraiment précisément parce que je pense qu'on est encore en majorité dans ce pays à être attaché à la démocratie et aux droits humains. J'en suis profondément convaincue. Peut-être que je me trompe, mais vraiment, j'en suis profondément convaincue. Et l'idée, c'est pour ça que je dis, moi, je veux pas être incarné quoi que ce soit, j'ai pas envie d'être une figure de quoi que ce soit. Mon objectif, c'est que ce soit un truc collectif. Et que et c'est très, 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 très important, cette dimension pour moi. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre entier où je parle du journalisme, parce que c'est aussi une manière de dire à mes confrères et consoeurs, debout, en fait, là, c'est vraiment maintenant que ça se joue. On a encore des moyens d'agir. J'ai pas du tout envie d'être la seule journaliste sur le sujet. Vraiment, vraiment pas. Et ensuite, c'est une manière de dire effectivement aux gens, on nous donne l'impression qu'on est dans une certaine solitude, que c'est nous qui sommes anormaux à vouloir juste, encore une fois, le respect très basique des droits humains, de la démocratie, de l'état de droit, qu'on est inquiet face à la montée de l'extrême droite. Si on regarde parfois les médias, on a l'impression qu'on exagère, quoi. Et je pense qu'on est encore en très grand nombre, en fait, à avoir ce type de positionnement. Et c'est pour ça que le livre, il essaie de rappeler ça. Et il essaie de dire la seule manière pour que ça change, c'est qu'on fasse du bruit. C'est qu'on prenne conscience de ça et qu'on utilise les moyens d'action démocratique qu'on a pour agir. C'est vraiment un appel à l'action. C'est pas un mode d'emploi de exactement ce qu'il faudrait faire parce que je ne sais pas, en fait. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je sais, j'ai des pistes de solutions assez précises sur ce qu'il faut faire dans les médias, quand même, qui est mon domaine de compétence à moi, la diffusion de l'information. Mais en fait, il y a 1 milliard d'autres domaines qui constituent notre société, où les gens qui nous regardent aujourd'hui sont, et dans lesquels ils ont un moyen d'action, ou au moins ils doivent réfléchir à un mode d'action ensemble. Mais là, on ne peut pas rester passif face à ce qui se passe. Et effectivement, moi, tu vois, tu me dis, il y a des gens à qui peut-être moi je donne de l'espoir. Moi, les gens qui viennent me donnent beaucoup d'espoir. Je dis aux gens qui viennent dans souvent toutes les rencontres en librairie qu'on a fait autour du livre, où à chaque fois, maintenant on loue des salles, genre c'est un truc de fou, à chaque fois c'est plein, les gens sont trop motivés, et ça me donne vraiment une niaque. Au final, moi, ma plus grande source de joie et de bonheur aujourd'hui, ça reste ça, hein, ça reste très politique, mais c'est quand je vois autant de personnes qui sont animées d'envie de faire société, qui ont envie de se bouger, qui viennent et qui me disent « Mais oui, mais moi, je vais essayer de faire ça à mon échelle », et de voir des personnes ne serait-ce que rassemblées dans une salle qui... En plus, souvent, c'est fou, parce que pendant les dédicaces, les gens discutent entre eux.
et il y a des groupes qui se forment, des gens qui se revoient. Enfin, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et effectivement, ça donne beaucoup de force. Mais il faut qu'on soit plus. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas le côté. Moi, je représente personne. Faut qu'on soit beaucoup plus là, à quand même affirmer qu'on veut rester en démocratie et qu'on veut défendre ces valeurs-là. Et le truc, moi, qui m'a donné le plus de joie, puisque c'était le truc feel good, mais vraiment qui m'a ému, mais aux larmes de joie, quoi, c'était le discours de l'évêque Marianne Budd aux États-Unis face à Donald Trump, qui lui affirme qu'il y a des personnes qui ont peur, en plus avec vraiment un pacifisme, un calme, une grandeur quoi, extraordinaire. Ça, je trouve que ça donne une énergie de fou, quoi, de voir qu'il y a des gens qui se dressent, qu'il y a des gens qui tiennent debout, il y a des personnes qui n'acceptent pas ça et qui vont continuer à faire entendre cette voix-là coûte que coûte. Parce que franchement, dans le contexte actuel aux États-Unis, faire ça, je sais pas si les gens se rendent compte du risque qu'elle prend potentiellement. C'est vraiment pas rien. Et ça, je trouve que ça donne une force assez incroyable. Moi, je suis ravie si mon travail à ma petite échelle peut participer à ça, mais j'espère de tout mon être que c'est vraiment qu'une toute petite pierre d'un truc beaucoup, beaucoup plus vaste, quoi. Je pense que c'est ça qui ressentent les gens. Et c'est souvent pour ça, c'est pour ça que j'avais envie de te lire ces petites paroles des gens. Quand même. Souvent, les réseaux, tu sais, on se bouffe le négatif, on est un peu inquiet de ce qu'on va dire, de comment ça va être reçu et tout. Et je crois que ça a tendance à cacher aussi le positif et de pas se dire, mais en fait, il y a quand même tellement de gens pour qui ton travail compte et a cette importance. Et je pense que c'est important de le souligner. Et je me demandais justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait en ligne, tu vois, sur les réseaux ou quoi, une vidéo, je sais pas, mais qui te rend particulièrement fier, tu vois, quelque chose, quand tu y penses, tu dis, putain, ça quand même, contente de l'avoir fait, peut-être une vidéo que tu as fait au début, ou un truc que tu as fait récemment, je sais pas. Bonne question. Qu'est-ce qui me rend particulièrement fière C'est rare que je sois particulièrement fière d'un truc. Je trouve toujours qu'il y a un truc qui ne va pas. Je dirais de manière générale la couverture des législatives qu'on a faite en 2024, notamment avec Camille Chastrus à Blast et Victor et Paloma, où on était vraiment une espèce de toute façon tout Blast de manière générale, mais où les personnes avec qui j'ai travaillé directement, où c'était assez... Franchement, on n'a pas dormi pendant des semaines, on produisait vidéo sur vidéo, et vraiment, avec le recul, je trouve que au vu de... on était quand même censé être genre en vacances à ce moment-là, enfin tout le monde a arrêté toutes les vacances, on a tout annulé, on était là, ok, maintenant on se met que là-dessus, et j'ai l'impression qu'on a participé à notre petite échelle à faire advenir ce qui est advenu, c'est-à-dire que l'extrême droite n'est pas devenue, n'était pas à la tête du pays. Enfin, j'allais dire, n'est pas à la tête du pays. On ne sait plus aujourd'hui, mais en tout cas, globalement, voilà, dans les urnes, le résultat, c'était pas que l'extrême droite avait gagné. Et j'étais quand même assez fière de ça, de me dire que j'avais tenu cette période, que le contenu qu'on a produit, il était quand même assez... il était carré, sourcé et tout. On essayait de faire des émissions qui ont marché, donc elles ont eu de l'impact. Et les gens se les partageaient entre eux pour essayer de parler avec leurs proches. Et donc je dirais que ça m'a rendu fière. Et puis c'était vraiment un travail d'équipe. À Blast, c'est vrai qu'on voit aussi des gens qui sont à l'écran. Faut pas oublier que derrière, il y a plein de personnes avec qui on travaille et qui permettent que ça existe. Au même titre qu'un livre, on oublie beaucoup le travail en l'occurrence, mon éditrice, toutes les personnes qui m'ont relu, à titre bénévole, je le précise, ma maison d'édition qui a fait tout ce travail de diffusion du livre, et après les libraires. Ce livre, il marche aussi parce qu'énormément de libraires mettent ce livre en avant. Le mettre à la caisse. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de médias. Enfin, là, maintenant, on a eu avec Quotidien, la grande librairie, tout ça, mais au début, on n'en avait pas. Par contre, les libraires, assez rapidement, l'ont mis près des caisses. Et en fait, c'est un travail de un peu plus de l'ombre, mais qui est fondamental, qui permet qu'on vende ses livres, Donc, c'est quand même vraiment un truc de collectif qui se passe aussi autour des trucs dont je suis fière, qui peuvent être ces émissions ou qui peuvent être qui peut être ce livre. Il y a quelques années, parce que tu parlais de Quotidien, là, tu as reçu du coup le Cul d'or. Bon, c'est... Le nom est... Ce titre, on va première récompense, c'est pas Cul d'or. Voilà, le nom est ce qu'il est. T'as un Cul d'or, bravo.
Mais tu l'as reçu avec quand même des noms prestigieux. T'étais, les lauréats, c'est quand même des gens comme Gaël Faye, Alice Ouais. Belaïdi, Pierre Ninet. C'est quand même, voilà, c'est des gens qui ont Mm. tous, dans leur domaine, vraiment imposé leur professionnalisme et la qualité de leur travail. Et toi, bah, du coup, tu as eu le prix de l'essai. C'est incroyable. Et en fait, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait repenser à une séquence, la séquence par laquelle peut-être beaucoup de gens t'ont découvert. C'était dans une émission, donc l'émission 28 minutes sur Arte. Ah Ça bah avait oui. fait un Bien sûr buzz que assez oui. incroyable. T'es autour de la table, il y a une discussion, il y a 4-5 journalistes autour de toi. Toi, tu parles du climat, t'es sérieuse, t'as quelque chose je veux dire, d'intense dans ta prise de parole parce que t'es habité par le fait que ce qui se passe c'est très grave et t'as bien raison de l'être. Tu parles du réchauffement climatique, etc. et tout. Et autour, t'as des boomers qui rigolent, qui ne prennent pas ton discours au sérieux ou qui le minimisent en mode ah, tu plombes l'ambiance, je sais pas quoi et tout. Ça a été beaucoup relayé par des gens qui parlaient de ça en parallèle avec le côté Don't Look Up de la séquence de t'alertes sur un truc hyper grave et eux ils rigolent en mode ah, mais ça va, tu casses l'ambiance. Mais aussi par beaucoup de jeunes qui avaient vu à l'époque une marque de, je sais pas comment on pourrait dire, de jeunisme, une espèce de mépris tu sais, Mm. de la part des boomers envers la prise de parole de quelqu'un, bah, à l'époque, je crois que tu avais, je sais pas, 26 ans peut-être, quelque chose comme ça, Ouais. et qui ne respecte pas qui ne respectait pas ta parole simplement en raison de ton âge. Et je me demandais est-ce que tu crois qu'avec le livre, avec maintenant tout ce que tu as fait, avec ce succès, avec la manière dont tu es perçu, est-ce que tu crois que ça y est, c'est terminé? On te dira plus jamais, sois jeune et tais-toi, pour reprendre le titre de ton premier essai? Je pense que ça s'est amenuisé, effectivement. Je pense qu'il y a quand même une dimension. Bon, cette séquence-là, je suis déjà revenue plein de fois dessus, je vais pas redétailler, mais moi je l'avais pas vécu de cette manière, j'ai jamais pensé que ça prendrait cette ampleur, j'étais même mal à l'aise quoi, avec le buzz que ça avait fait et tout ça. Mais de manière générale, et je parle pas de cette séquence-là, il y a quand même eu une disqualification de ma parole qui à des endroits a été beaucoup plus enfin moi qui m'avait vraiment touchée ce jour-là, cette séquence ça m'avait pas spécialement touchée. Ça m'a beaucoup plus posé problème dans d'autres séquences médiatiques où effectivement j'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux. Je pense qu'il y avait une dimension de la jeunesse mais qu'il y avait aussi une dimension sexiste que je commence à tu sais, à percevoir de plus en plus de manière de plus en plus claire Hmm. et je pense que ça diminue avec les années, effectivement. Et je pense que clairement, on prend plus au sérieux aujourd'hui. Mais tu vois, je continue à avoir. Enfin, c'est un truc de fou quand même d'avoir des articles qui parlent avant tout de mon physique, qui. C'est quand même un peu fatigant, quoi. Tous les articles de droite que C'est j'ai lus qui parlent de ton travail, les 3 premières mentionne phrases, mon physique, c'est un truc de fou. c'est sur ton physique. C'est toujours pareil. Tous les articles de Allez, droite et tout. C'est impressionnant. c'est un truc de fou. Euh, Euh, mais c'est plus que ça traduit, parce que ces articles en soi, je m'en fous un peu, c'est plus. Que je vois bien que c'est pas simple en fait de porter cette parole-là et d'être entendu sur ce qu'on dit et vraiment sur le travail qu'on a fait en fait, tout simplement. Après, je pense que je suis beaucoup plus prise au sérieux aujourd'hui qu'avant, et clairement. Mais je le vois dans les coulisses de la télé, enfin, dans les endroits où tu discutes avec les gens, les gens déjà me connaissent un peu plus. Avant, j'étais vraiment la personne que absolument personne connaissait dans toute l'équipe, donc hmm. j'arrivais, j'étais là, bon. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Donc, effectivement, ça a un petit peu changé, mais il se passe encore des trucs. Là, il m'arrive un truc. C'est quoi? J'ai pas j'ai pas le chat. J'aimerais bien que le chat me dise un Bah truc. vas-y, je te le dis. Moi, je le lis en ce moment. Vas-y, je te dirai. Comment je peux trouver ta. Ah oui. Parce que c'est un truc qui arrête pas de m'arriver. Et vraiment, je commence à me demander si c'est moi le problème ou si Le chat, c'est c'est vrai. votre moment. Soyez là. Attention, soyez Attends. présents. Non, C'est mais c'est un là, c'est truc de pour vous. malade. Ça m'est arrivé plein de fois que dans une soirée ou dans un endroit médiatique, on me rapporte qu'il y a des hommes qui se baladent dans Paris, tu vois, et qui racontent qu'ils m'ont faite. Tu sais, que genre, je n'aurais pas ma carrière sans eux. Et au début, je me suis dit, ah, je sais pas, c'est un gars qui se dit ça. Mais c'est absolument récurrent. Plein d'hommes différents que j'ai croisés dans ma carrière ou des personnes vraiment parfois avec qui j'ai même pas eu spécialement de contact racontent avec acharnement au point que ça me revient plusieurs fois aux oreilles de personnes différentes. C'est-à-dire que c'est quand même un truc que vraiment, ils sont mais
qui m'ont fait, quoi. C'est le terme qui est utilisé, que je ne serais rien sans eux. C'est chaud. Et effectivement, dans ma carrière, il y a des personnes qui ont été absolument déterminantes. Je me suis pas faite toute seule, tu vois. Genre, à aucun moment je prétends ça. Bien sûr qu'il y a des personnes qui m'ont donné ma chance, qui m'ont tout appris, des personnes qui m'ont corrigé, qui m'ont expliqué comment faire. Heureusement, tu vois, que j'ai eu ce milieu professionnel. Il se trouve que dans mon cas, c'est quand même beaucoup des femmes qui m'ont aidée et à qui parfois je dois, mais tellement, tu vois, je renie pas du tout encore une fois ça. C'est juste que j'ai jamais entendu une femme faire ça. Et que souvent ce discours pour dire qu'on m'a faite vient avec son lot de dénigrement. De toute façon, voilà, donc qui vise à dire que j'ai pas du tout les compétences qu'on me prête, que j'ai pas de talent, mais que sans eux. Et en fait, vraiment, je te jure, j'en ai jamais parlé parce qu'au début je me disais non mais ça doit être un truc anecdotique. Ça fait tellement de fois que ça arrive que je me dis mais est-ce que c'est un truc de société? Genre maintenant que ça marche un peu pour moi, on peut pas se dire ah non bah c'est bon on la prend au sérieux. Il y a encore des gars pour dire bah non c'est grâce à moi. Je trouve que c'est incroyable. Genre là ça m'est encore arrivé récemment, c'est pour ça que j'en parle parce que je trouve que c'est. Donc je ne sais pas, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé vous dans votre carrière? Alors on a peut-être un biais, c'est que nous on n'est pas successful, tu vois. Donc je suis pas sûr qu'on est. Moi je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent, tu vois. Mais non regarde, il y a quelqu'un qui dit same dans la recherche avec les vieux profs seniors dès qu'une jeune chercheuse réussit. C'est vrai, je l'ai vu dans la recherche plein de fois. Non, c'est un truc sexiste. Par contre, c'est full sexisme. Il y a pas de doute. Et je pense que c'est une manière de dénigrer le fait que tu as construit ta carrière, tu as ta propre compétence. En fait, tu n'es là que porté par des hommes qui t'ont amené là où tu es. Ils sont très nombreux à dire ça. Du coup, mettez-vous d'accord sur qui m'a réellement faite. Mais ça me tue de rire. Vraiment, à chaque fois, je suis là, mais... Non, mais c'est grave, c'est drôle. C'est drôle, mais dénigrant. Moi, je trouve que c'est quand même ça. Moi, ça m'énerve plus que ça me fait rire. Là, quand même, je me dis putain. Mais surtout, vraiment, je te jure hein, que parfois, c'est des mecs que j'ai vraiment croisés. Je te dis, il y a vraiment eu des personnes, je le nie pas du tout. Il y a des personnes, ne serait-ce que Blast, tu vois, qui m'a vraiment permis d'avoir ces moyens-là, qui m'ont tellement corrigé, appris et tout. Je nie pas du tout l'impact qu'ont eu des personnes différentes sur ma carrière. Mais juste, souvent, c'est les personnes qui, en plus, ont eu le moindre de trucs. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me fascine absolument, cette capacité de dire ça au point que j'en entends parler à plusieurs reprises. Après, je me dis, il faut retourner le truc et se dire, au pire, c'est une manière de, tu vois, c'est une reconnaissance de ton talent, tu vois. Juste, il y en a qui ont dit Denis Robert le coupable, ce n'est pas Denis Robert. Je précise. Non, faites pas des rumeurs, les gens, lancez pas des rumeurs. Je le précise. Non, mais ce que je voulais dire, c'est au bout d'un moment aussi, enfin, tu vois, ces types, ils ont tellement pas de vie propre qu'ils existent à travers le fait de t'avoir croisé une fois dans leur carrière. On a envie de dire, bon, on les emmerde. Mais c'est chaud, quand même, c'est chaud. Vraiment, c'est pas du tout normal. Hein. On est 100% d'accord. Et c'est triste, et ça dit quelque chose, je pense, du sexisme profond. Non, mais en fait, c'est juste que ça m'a. Pour répondre à ta question sur est-ce qu'on te prend plus au sérieux, en fait, je me suis dit, mais attends. Même maintenant que vraiment, je pense, j'ai tout donné, quoi. Ça a marché et tout. Il y a encore des personnes pour dire, non, ce n'est absolument pas connecté à ce qu'elle a fait. Encore une fois, je suis absolument pas en train de dire que je me suis faite toute seule. Absolument pas. J'en ai bien conscience. Mais quand même, dire que ce serait vraiment un homme qui m'aurait façonné comme ça, tu vois. Je dis que c'est un truc de ouf. Tout a pris, mon mentor. Et du coup, sur un autre sujet, mais parce qu'on arrive un peu vers la fin de ton temps, je voulais juste savoir, dernière question, mais c'est quoi ton prochain projet, le prochain truc que tu vas faire un autre essai peut-être, tous les tous les ans? Eh bien, écoute, j'en ai plein en cours, j'arrive pas à choisir. C'est un peu le... Ok, cool. Là, je suis un peu en... Il y a quand même... Mais c'est pas encore commencé, mais moi je pense que je vais travailler sur l'intelligence artificielle. Qui est encore, comme l'économie, un sujet. Tu vois, l'économie, ça me saoulait de ouf. Au début, j'avais pas du tout envie de travailler là-dessus, mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était déterminant. Et je regrette pas de m'être mise dessus. L'intelligence artificielle n'est absolument pas un sujet qui m'attire, mais je pense que c'est un sujet de société majeur et que il est urgent qu'on se saisisse de ça parce qu'il y a une espèce de béatitude collective que je trouve assez inquiétante là-dessus. Et j'aimerais bien tout simplement connaître le sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas de pensée construite à te délivrer sur le sujet parce que je ne le connais pas bien. Donc je pense que j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. On en a parlé avec Blast, ils sont plutôt chauds. Donc je pense que ça va vraiment être sur ce sujet-là. Mais dans tous les cas, pas plus de politique
là, je veux pas faire de nouveaux contenus spécialement sur l'extrême droite ou quoi que ce soit, quoi. Là, j'ai Ouais, ça vraiment t'a envie de sortir rincé, de ça. c'était... ouais. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, en fait. Après, bien sûr, je vais continuer à tenir enfin, mes positions là-dessus et je vais continuer à documenter un peu ce qui se passe, notamment aux États-Unis. On a prévu là une émission là-dessus sur Blast, donc je vais continuer à faire des trucs. Mais le gros projet prochain, ce sera sur l'intelligence artificielle, je pense. Et après, je me pose la question d'un autre essai, mais je peux pas encore donner la thématique, mais un essai plus intime. Trop bien. Sur un sujet voilà, qui me touche intimement. Mais je trouve que c'est... Pour moi, ce serait... Je parle jamais de mon intime, vraiment. Donc, je l'évoque, mais j'en parle jamais. Donc, je m'interroge et en même temps, je crois que j'aimerais bien faire ça quand même. Donc, mais ce sera plus pour l'année prochaine. On a envie de savoir, mais on ne saura pas. On ne saura pas. Mais ça donne très envie de savoir. Bah écoute, Salomon, on arrive vraiment à la fin de la fin. Peut-être juste, tu as parlé tout à l'heure de films et de séries qui te font te sentir bien et tout. Est-ce que tu aurais petite reco de films, séries, musique que tu kiffes, que tu trouves qui te mettent bien, tu vois? Truc positif. Ouais, bah, série Fleabag. Bon, après, c'est vraiment un marronnier, mais... Moi, Fleabag, je pense que j'ai regardé cette série sans exagérer une dizaine de fois. Moi, Vraiment. je cringe trop. Moi, ça me met pas bien. Moi, Ah ça me met... bon? Ah, je suis dans un cringe. Les scènes de repas, la scène de repas, là, je suis là, genre. La Mais c'est ça qui est extraordinaire. la fin Tout est cringe. Ouais, mais tout est cringe, ouais. C'est fait pour. C'est ça où t'es là. Moi, ça me fait hurler de rire. Mais tu vois, comme quoi, l'humour. Moi, c'est une série vraiment que j'adore. Que disent les gens? Est-ce qu'ils aiment bien? Ah oui, non, mais tout le monde aime il y a quand même du Fleabag. Bon. T'inquiète pas. Non, je sais pas, j'adore cette série. C'est un peu ma série doudou que je regarde quand ça va pas. Bah là, j'ai lu une BD, mais ça vient de sortir. Sibylline, j'espère ne pas le dire mal, elle est là-bas. Sibylline, d'une jeune autrice, putain, je me souviens pas de son prénom parce que je suis littéralement en train de la lire, mais qui est géniale, sur une escort girl étudiante et qui est vraiment traitée avec beaucoup, beaucoup de sensibilité. C'est dessiné au fusain, c'est vraiment très joli. J'ai pas fini, donc j'ai pas, mais je trouve que c'est... Enfin, j'adore, voilà, j'ai vu ça là récemment et je trouve que Sixtine Dano, l'autrice, apparemment. Très très joli. Comment? Sixtine Dano, l'autrice. Sixtine Dano, absolument. Et vraiment, je crois que c'est une première BD en plus, donc ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et tu vois, on n'est pas sur... Bon, ça reste des sujets politiques, mais je veux dire, c'est pas non plus... Alors, feel good, je sais pas si c'est feel good, c'est quand même un peu noir, mais c'est très joli, enfin, c'est très sensible dans la manière dont c'est fait. Et après, une petite à chaque musique. fois, on pose ce genre de questions et j'ai 1 million de livres en vrai et j'y pense jamais, tu vois. Allez, je pense pas sur le coup et après je regrette. Une musique, sinon, peut-être pour danser et être content. Sois pas Modern Love de David Bowie, t'as pas le droit. J'allais te le dire. Vraiment, j'ai vu venir, je l'ai senti arriver. Je suis complètement pour la même chose. Moi, franchement, j'ai pas de personnalité. Je regarde en même temps. Qu'est-ce que j'écoute? Mais même mes chansons, elles sont tristes. Non, pour chanter, danser un peu. Year of the Cat de Al Stewart. Al Stewart, Year of the Cat. Franchement, je connais pas du tout. Attends, vas-y, je te le mets un peu. Moi, je vous recommande Théodora. J'écoute que ça en ce moment. Non, j'entends rien du tout. Ah merde, putain. Salomé qui sait pas du tout comment marche Internet et les ordinateurs. Là, t'entends là? La boumeuse. Mais c'est vrai que ça me saoule de pas pouvoir rester plus longtemps, t'avais raison. Je t'avais dit quand tu commences, t'es dedans, après t'as plus envie que ça s'arrête. Je suis dégoûtée. Et ça, elle y peut rien, hein, c'est le travail, elle peut rien y faire. Oui, c'est un truc de travail. En plus, on vient de m'envoyer un SMS en mode il faut partir. Très bien, donc je dois y aller à mon plus grand regret. C'était un bonheur d'être là. Merci beaucoup Salomé d'avoir été avec nous. On refera une conversation sur un autre sujet un de ces jours, j'en suis sûr. Exactement. J'espère que les gens n'étaient pas trop déçus parce qu'on n'a pas parlé de... Vous étiez déçus les gens? J'ai pas l'impression que les gens étaient déçus. Les gens étaient très très contents. Ah bah attends, mais... Voilà, et ils sont encore plus contents parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être une partie 2 un de ces jours. Voilà, ça leur fait un multivers. Non mais c'est fini, j'ai déjà la rediffusion du chat. Non, normalement tu devrais pas avoir la rediffusion du chat. Je l'ai. Ça doit juste être le chat, t'inquiète pas. Vraiment, je suis Maminova, quoi. C'est vraiment l'enfer. Mais moi, à 60... C'est pour ça qu'il faut pas que j'aille en maison de retraite et tout. Moi, il y a un âge où juste je vais être
incapable de faire quoi que ce soit dans la société. Je ferais partie des personnes, tu sais, aujourd'hui, qui ont 60 ans, mais qui n'ont pas Internet. Ouais, Ben, carrément. Qui tape à ferais l'ordinateur partie de comme eux. ça, qui savent pas envoyer un texto. Ce sera toi. Mais c'est pour ça, tu seras en colocataire avec des gens qui sauront faire. En colocation avec des gens Mais qui c'est parce sauront que faire. l'intelligence artificielle, c'est parce que je le vois que je comprends rien. Je suis là. Non, il faut que je fasse l'effort parce que sinon ça va être dramatique. Comme je te comprends. Bon. Bah écoute, un énorme merci Salomé, c'est très Et bah, gentil à toi merci pour d'avoir été avec l'invitation. nous. Je te laisse juste raccrocher l'appel Discord tout simplement. Oui, Et puis bah très écoute, au bien. plaisir de rediscuter un de ces jours. Hein. Bah, merci à toi et puis bonne fin de live. Du coup, tu restes, toi, c'est ça? Ouais, C'est je vais bientôt le rester un petit début là peu. pour toi. Ouais. Bon, très bien. À toutes.